Rafik Djoumi en direct. Rafik Djoumi. Bonjour, Bonjour. bonsoir. Comment ça va? Au cercle. Comment Oui. allez-vous? Et vous-même? Oh, on fait aller. J'aimerais aujourd'hui commencer, avec votre autorisation, par réagir à une lettre charmante qui nous a été envoyée récemment par monsieur Anonyme. J'imagine que c'est son nom puisque c'est écrit à la fin de cette lettre. Voilà donc un auditeur qui a décidé de témoigner à visage découvert pour fustiger notre incompétence. Monsieur Anonyme donc trouve que nous disons beaucoup de bêtises et réagissait entre autres à ma chronique passée où j'expliquais les différences subtiles qui existent entre les termes série B et série Z. Et Monsieur Anonyme n'était pas d'accord avec cette définition historique du terme série B et explique, je cite: les séries B ne sont pas mortes, cela fait 30 ans que l'industrie du cinéma américain fabrique ce genre de produit. La seule différence, c'est qu'il s'agit de série B avec un budget de série A, Armageddon, Rock, Hulk, le cinquième élément, que de la série B est fort mauvaise de surcroît. Fin de citation. Alors, outre le fait que nous n'avons jamais prétendu que les séries B étaient mortes, le simple fait que M. Anonyme parle ici de budget de série A suffirait à expliquer que les films qu'il désigne sont des films de série A. Donc pas des films de série B. Et que si on les nomme série B, c'est par abus de langage, ce qui était précisément ce que nous avions essayé de démontrer l'autre fois. Alors oui, effectivement, les sujets de ces blockbusters sont typiques des sujets qu'abordait auparavant la série B, et elle seule, mais dès la fin des années 70, des réalisateurs de blockbusters ont eux-mêmes déclaré que leurs films de série A empruntaient beaucoup à la série B. Le phénomène n'est donc pas nouveau, il participe d'un mouvement culturel naturel, mais ça ne fait pas pour autant de ces films de série A des films de série B. Moi, par exemple, je trouve que les films de Fabrice Lucchini ont une vulgarité limite d'un porno, mais je ne vais pas pour autant écrire une lettre au ministre de la Culture ou au CNC pour que Lucchini soit interdit de diffusion et d'affichage en vertu de la loi sur le cinéma X. Il y a une différence assez notable entre la classification et le ressenti du spectateur, et on insistait là-dessus. Donc ceci confirme ce que je pressentais, à savoir que la définition des termes ne semble plus avoir trop d'importance dans les cercles d'amateurs de cinéma et que chacun y va franco avec sa définition toute personnelle de ceci ou de cela. Ma définition à moi, quelle est la mienne, ce qui revient à dire qu'il n'y a plus de définition du tout. Or donc le courrier de Monsieur Anonyme arrive à point nommé. Et comme j'aime bien me faire de nouveaux amis, je vais continuer sur cette lancée et décortiquer aujourd'hui pour vous un autre terme qui est devenu un gigantesque fourre-tout, désignant tout et son contraire, et de préférence son contraire, à savoir le terme film culte. Alors, voilà un exemple fameux de terme qu'on retrouve en couverture de magazines, qui s'étale sur des cascades de DVD ornant les têtes de gondole des supermarchés, sur des affiches de films présentés comme cultes avec une actrice culte issue d'une célèbre série télé culte et dirigée par un réalisateur culte, bref. Chose qui porterait à croire que la population des pays occidentaux aujourd'hui est devenue une secte gigantesque de spectateurs au crâne rasé qui allument des cierges et tapent sur des tambourins dès qu'elle pénètre dans une salle ou qu'elle allume sa télé. Culte, le terme, est devenu le mot favori des champions de la communication lorsqu'ils tentent d'expliquer à votre grand-mère que tel film ou telle série a rameuté un grand nombre de spectateurs. Manque de bol, le terme film culte désigne à l'origine des films que personne ou presque n'a vus. Là encore, il s'agit d'un dérivé de phénomène américain, comme dans le cas de la série B. À l'origine, on appelait ça les Midnight Movies. Ce phénomène est né sur les campus américains des années 60, où l'on projetait aux séances de minuit des films dézingués, parfaitement inexploitables, qui auraient valu à leurs auteurs une pendaison publique à la mode texane s'ils avaient été diffusés dans des salles normales. Et au début des années 70, certaines salles de grandes villes, comme le Waverly Theater à Los Angeles, se mirent à organiser des projections de minuit, ce qui était à l'époque une façon de signifier au public ciblé: attention, le film que vous verrez cette nuit est strictement confidentiel, probablement aberrant. C'est limite si le FBI nous autorise à vous le montrer. Merci d'apporter votre popcorn et vos cachets d'acide pour une meilleure compréhension des sous-titres. Il s'agissait en fait à l'époque d'un pur phénomène underground. Les films en question étaient souvent des trucs expérimentaux, comme les animations de Norman McLaren par exemple. Il y avait d'étranges films d'horreur en noir et blanc, comme La Nuit des Morts Vivants, des œuvres ésotériques de Jodorowsky, vous connaissez certainement El Topo ou La Montagne Sacrée, parfois même des films pornographiques suédois, mais sans Fabrice Lucchini. En septembre 75, le studio 20th Century Fox avait distribué un tout petit film tiré d'une pièce musicale et qui était intitulé The Rocky Horror Picture Show. Le film a été un bide cataclysmique et à l'époque, 7 spectateurs et demi plus tard, il a été retiré de l'affiche. Pourtant, un jeune exécutif de la Fox qui s'appelait Tim Zigan et qui était un habitué des séances de minuit avait flashé sur ce film peu commun et il parvint à convaincre la directrice du Waverly Theater qui s'appelait Denise Broden de prendre ce film à l'affiche. Le 1er avril 1976, The Rocky Horror Picture Show débute sa vraie carrière aux séances de minuit, devant un public qui, rappelons-le, n'excède pas les 20 personnes. Et quelques mois plus tard, ce film est devenu le rendez-vous des fêtards insomniaques du coin qui viennent chaque week-end et qui viennent,
apprennent les chansons par cœur, dansent dans la salle, se jettent des trompes d'eau et de riz à la figure. Et sur plusieurs mois, entre 76 et 77, ce phénomène va commencer à se répercuter dans les salles de Midnight Movies qui existent dans les grandes villes américaines. Et plusieurs années après, il traversera même l'Atlantique pour rejoindre Londres ou Paris. Rétrospectivement, c'est-à-dire de nos jours, The Rocky Horror Picture Show en fait est l'un des films les plus rentables à être sorti en 75, puisqu'il a rapporté sur le territoire américain seulement la somme délirante de 113 millions de dollars, ce qui en dollars constants représente, si mes calculs sont bons, plus d'argent que ce qu'a rapporté le premier épisode du Seigneur des Anneaux par exemple. Mais, et là c'est important, cette somme délirante, extravagante, s'est accumulée sans que jamais le film ne soit diffusé dans plus d'une salle à la fois par ville, et jamais devant un public qui excède la vingtaine ou la trentaine de personnes. Donc il ne s'agit pas d'un film qui a été vu par des millions de personnes, mais d'un film qui a été vu par un petit groupe de personnes des millions de fois. Et là est la grande nuance. Étant donné le caractère confidentiel et surtout cérémonial des projections auxquelles donnait lieu The Rocky Horror Picture Show, étant donné l'idolâtrie de l'œuvre par ses fans, les médias, en fait, à la fin des années 70, début des années 80, vont commencer à parler du culte qu'a provoqué ce film. Et là, le mot est lancé, film culte. Ainsi, au début des années 80, d'autres films cultes vont légèrement, timidement se faire connaître d'un public plus large, comme par exemple Eraserhead de David Lynch qui sort chez nous assez tard, puisqu'il sort après Elephant Man, mais qui était Eraserhead était un pur Midnight Movie, un pur film culte. Et le terme va commencer à se populariser dans les médias jusqu'à ce que des petits malins, on ignore lesquels d'ailleurs, aient l'idée de l'attribuer à de gros succès récents. En France, on va entendre parler de films cultes à la sortie du Grand Bleu, par exemple, sous prétexte que des spectateurs y sont retournés plusieurs fois. Mais là, le terme est déjà abusif, puisque le Grand Bleu sort dans un grand circuit de salles avec une grande promo. À l'époque, moi-même, j'étais jeune et bègue, et je pouvais comprendre éventuellement qu'on considère le Grand Bleu comme un film culte, mais je ne voyais pas trop le rapport avec The Rocky Horror Picture Show. Qu'importe, en fait, le mal était fait, et depuis, le film culte est devenu synonyme de carton cosmique international provoquant des émeutes dans les multiplex le jour de la sortie, mais c'est pas parce qu'on trouve des cadavres piétinés sous les strapontins d'une projection décoriste qu'on peut parler de phénomène underground. Donc, est-ce qu'il existe aujourd'hui des films susceptibles d'être des films cultes dans une société contemporaine, reconnaissons-le, hyper médiatisée, hyper marchande, ou tout autre hyper terme que Jean Baudrillard voudra bien nous prêter? Est-ce qu'il est possible qu'une œuvre trouve le temps de devenir culte lorsqu'un film est considéré par les médias comme vieux et dépassé 3 semaines après sa sortie? On serait tenté de répondre non, et pourtant, oui, ça existe encore. Alors, en fait, la France a connu, ces 15 dernières années, un phénomène culte, avec un film qui s'appelle La Classe américaine, aussi connu sous le titre Le Grand Détournement. Le Grand Détournement a été diffusé une seule fois, en 1993, sur la chaîne Canal+. Il s'agit d'un montage de séquences extraites des films du catalogue Warner, dont les dialogues en VF ont été détournés sous forme de gags aussi hilarants que vulgos. L'objet a donc été diffusé une fois, sans promo, sans annonce particulière, et une poignée d'individus, qui se comptent sur les doigts de la main d'un manchot, ont eu l'idée de l'enregistrer. En quelques mois, ces quelques rares enregistrements ont été copiés, triplés, quadruplés, jusqu'à des VHS de 352e génération à peine visibles et à peine audibles, et ont circulé de main en main à travers la France, ravissant les authentiques amateurs de prout et de quéquettes que dénombre notre beau pays. Et en 15 ans, et 15 ans c'est long mais c'est ce qu'il faut, la classe américaine s'est constituée un public de fidèles, qui connaissent le film par cœur, qui s'échangent les répliques les plus absconses tel un signe de ralliement. Et comme il est matériellement impossible qu'un tel objet soit distribué dans le commerce, puisqu'il s'agit au départ de détournement de films sous copyright, ce groupe de fans a même été jusqu'à s'épauler pour réaliser un DVD de l'œuvre. Un vrai DVD avec des menus, chapitrages, bonus, jaquettes. Donc là, nous avons affaire très précisément à un film culte au sens premier du terme. L'ironie de l'histoire, c'est que le terme culte donc est devenu un pur outil marketing, alors qu'il représente à l'origine le cauchemar des directeurs marketing. Car un film culte, un vrai, est la preuve éclatante qu'une œuvre peut exister et perdurer sans un micromillimètre de publicité. Et qu'une œuvre soit susceptible de trouver toute seule son public, un public qui se l'appropriera entièrement et qui la fera vivre en marge des circuits marchands, ça, théoriquement, ça devrait faire peur au directeur de marketing. Le film culte, en fait, nous rappelle que le cinéma se compose de films, de spectateurs, et que tout le reste est parfaitement accessoire. Donc voilà, c'était ma définition du terme film culte. J'espère que Monsieur Anonyme a déjà employé son stylo pour me témoigner toute son affection et que le cercle de cinéphiles me pardonnera cette longue digression. Rendez-vous bientôt, chers amis, pour de nouvelles définitions de termes galvaudés. Rafik Djoumi, merci beaucoup, vous revenez quand vous voulez. Bien le bonsoir des Parigots. Merci Alexandre. Salut.